La Coalition Longueuil a lancé officiellement sa campagne électorale il y a quelques jours, de façon même spectaculaire, parce qu'ils ont fait ça du côté du secteur La Flèche, donc dans le fief du chef de l'opposition. Mais Catherine Fournier est avec nous, elle aussi. Il y a quelques heures, on vous présente l'entrevue. Catherine Fournier, bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Bonjour, merci de l'invitation encore une fois. Encore une fois, grosse semaine, gros mois, grosse année. Ça se succède, ça s'enchaîne. Ça n'arrête pas, puis c'est pas fini non plus, parce qu'en fin de semaine dernière, vous aviez votre Assemblée générale annuelle de la Coalition Longueuil-Catherine Fournier, où il y a eu, je pense, la présentation officielle de tous les candidats et candidates qui vont qui vont avoir leur figure sur les poteaux lors des prochaines élections municipales. C'est au mois de novembre, ça s'en vient. Exact, exactement 5 mois et quelques jours. Donc, on a passé le cap. On est dans moins de 6 mois des élections. Absolument. Il faut dire que c'est quand même assez... en fait, c'est pas très commun de dévoiler son équipe à ce moment-ci. Une équipe complète, mais c'est qu'on est très, très bien organisé. On a recruté tout le monde. On avait fini le recrutement au mois de février. On est prêt. On voulait justement... La dernière fois, tout s'est fait un peu en plein vol, parce que j'ai annoncé ma candidature le 29 avril 2021. On a constitué une nouvelle équipe. C'était énormément de travail à réaliser. Donc, cette fois-ci, on avait le luxe de pouvoir se préparer un petit peu plus à l'avance. Puis on est très fort en organisation électorale. Donc, on aime ça. Moi, j'aime ça, les campagnes électorales. Je trouve ça intéressant d'avoir l'occasion d'exprimer nos idées, de pouvoir échanger avec les citoyens et les citoyens. On n'a jamais cessé le travail de terrain, en fait, en 4 ans. Puis c'est ce qui fait la force de notre équipe, c'est la proximité qui nous caractérise. Moi, j'ai continué de faire du porte-à-porte depuis que je suis mairesse. Depuis 4 ans. Donc, quand je suis allée sur le terrain samedi après notre Assemblée générale, c'était pas inhabituel pour moi, mais là, puisqu'on se rapproche quand même des élections, c'est intéressant parce que les gens, spontanément, nous témoignent de leur appui, nous assurent de leur vote déjà pour le mois de novembre. Donc, c'est de bon augure. Bon, on n'a pas besoin de faire d'élection dans ce cas-là. C'est réglé. Bien, c'est pas réglé. Au contraire. Moi, je trouve, puis ce que j'ai dit, puis je pense que c'est important de le mentionner, je l'ai précisé dans mon discours samedi, puis je veux le redire aujourd'hui. En ce moment, il n'y a pas d'autres équipes qui sont annoncées. Exact. Mais peu importe ce qui arrive dans les prochains mois, prochaines semaines. Peut-être une petite à Greenfield Park. Il y a des candidatures potentielles indépendantes qui n'ont pas fait encore d'annonce officielle par ailleurs. Mais cela étant dit, pour moi, ce n'est pas un critère en termes de déploiement de campagne électorale. Dans le sens que je pense que c'est une question de respect envers les électrices et les électeurs, de faire campagne, d'être présent, de mener le même travail que ce qu'on ferait s'il y avait plusieurs équipes qui se présentaient. Je trouve important de faire cette démarche-là sur le plan démocratique aussi. Puis c'est ça à quoi on est engagé. Il y a du mouvement quand même, parce que, il y a 3 districts électoraux qui s'ajoutent lors de la prochaine élection. Donc, ça vous prenait à la base 3 autres candidats. Mais vous en avez, si mes calculs sont bons, 9 nouveaux candidats. On a la moitié, en fait, effectivement, de nouveaux, en fait, puisqu'on a, il y a eu un bon 3 nouveaux districts. Il y a un district qui était, qui n'a pas été remporté par notre équipe à la dernière élection, donc le district de La Flèche, effectivement. Donc, on monte à 4. À Greenfield Park, nous n'avions pas présenté de candidat à l'élection de 2021 puisqu'on donnait notre appui tacitement à l'équipe de Sylvain Joly avec Option Greenfield Park. Exactement. Sylvain joint les rangs de notre équipe. Donc, c'est un conseiller sortant, mais qui est quand même un nouveau au sein de notre équipe. Puis finalement, il y a 3 conseillers municipaux aussi qui ont décidé de poursuivre leur parcours professionnel de différentes façons. Geneviève Héon, Marjolaine Mercier et Rolande Balma. Exactement. Donc, il y a 3 autres districts à combler. Donc, c'est intéressant parce que ça crée une dynamique où il y aura de l'expérience. On se rappelle qu'en 2021, seul Jonathan Tabarra dans notre équipe avait une expérience de conseiller municipal, mais en même temps de renouveau qui sera combiné, qui est très à l'image en fait de notre équipe. Puis je suis vraiment fière de l'ajout des nouvelles candidates, nouveaux candidats, des gens avec des parcours. J'ai reçu l'ancien directeur général du Cégep de Bois-Montpetit, exact. qui était ici il n'y a pas si longtemps. Je pense que vous avez aussi une vice-présidente de la DISC.
Oui, voilà. Donc, dans le Vieux-Longueuil? Sylvain Lambert, dans le Vieux-Saint-Hubert, la Savane, lui qui a été DG notamment aussi de l'ENA, l'École nationale d'aérotechnie. Et oui, il y a la vice-présidente de la DISC, Mme Liette Bouchard, qui se présente parmi nous dans le district de Saint-Charles, un district où il y a une effervescence culturelle. Donc, c'est un quartier de choix pour sa candidature. Donc, ça a bougé, ça va bouger encore. On parlait d'opposition tantôt. Non, il n'y a aucun parti pour l'heure qui a annoncé quoi que ce soit. Vous avez aussi, chemin faisant, il y a un autre candidat, il y a un autre conseiller municipal, je veux dire, pas député, Carl Ferraro, qui a aussi décidé de siéger comme indépendant. Donc, ça vous faisait un autre siège à remplir. De là, les 9 nouveaux. Vous avez raison. Je corrigerais par contre que c'est une décision commune. Okay, d'accord. Qu'est-ce qu'on tient, Catherine Fournier, des 4 dernières années? C'était votre premier mandat comme mairesse de Longueuil. Vous dites que vous faites de la politique autrement. Oui, bien, on le sent aussi quand on rencontre la population, que les gens sont fiers qu'on ait réussi à mettre de côté les vieilles chicanes stériles qui empêchaient les projets d'avancer, que ce soit au conseil municipal comme tel, on s'entend, c'était un mauvais théâtre à bien des égards, des manques de respect entre les élus. On a rétabli la situation, puis on s'entend, quand je dis ça, ça me fait un peu rire parce que, en fait, c'est la base de ce à quoi s'attend la population, qu'on travaille bien, qu'on travaille en harmonie. Il y a une certaine harmonie, mais de notre côté, le système fait en sorte qu'il peut y avoir plusieurs partis politiques. Oui, mais en fait, c'est au-delà de ça. Puis moi, je l'avais dit quand je m'étais présentée en 2021, je vais pratiquer la politique de la main tendue à l'égard de quiconque est démocratiquement élu. C'est important de respecter le choix de la population. C'est ce qu'on a fait avec le chef de l'opposition, Monsieur Lemire. Dans les 4 dernières années, l'opposition n'avait pas accès auparavant à tous les documents de la Ville. Pour moi, c'était un non-sens. Il a autant de droits que l'ensemble des membres du conseil. Donc, on a rétabli ça. Je l'ai nommé sur tous les comités où il souhaitait siéger, alors que j'avais amplement d'élus de mon côté, puis j'aurais pas été obligée de le faire dans une façon traditionnelle qui plaît pas, en fait, de faire de la politique. Puis je pense que c'est pourquoi on a pu obtenir un tel niveau de confiance en 2021, c'est que les gens adhèrent à ça. Ils ont envie d'une politique, justement, qui soit axée sur la collaboration, sur l'intégrité. Sur les résultats. Les valeurs, effectivement, qui sont à la source de la création de notre équipe. Donc, je dirais que c'est surtout ça qui se dégage, ce sentiment de fierté. On a fait la même chose à l'agglomération. Vous êtes bien placé pour le savoir. L'agglomération de Longueuil était ça n'a pas toujours bien pas loin, été. Des fois, à certains moments, d'être dysfonctionnel, littéralement. Ça l'a été pendant 1 an ou 2, d'ailleurs, lors de la création. J'imagine, mais même parce que depuis... les budgets étaient bloqués. Depuis 20 ans, il n'y avait pas de projet qui avançait dans d'autres villes. Moi, je rencontre périodiquement l'ensemble des maires. On travaille sur des projets à Saint-Bruno-Montarville, à Brossard. Ça ne s'était pas beaucoup vu dans les 20 dernières années. Donc, ça aussi, ça fait du bien. Maintenant, on parle de Longueuil pour les bonnes raisons. En fait, Longueuil est même un exemple au Québec en termes de bon fonctionnement d'une ville puis de dossiers qui avancent. On a réussi à mettre la lumière sur des dossiers aussi qui concernent non seulement Longueuil, mais l'ensemble des villes du Québec. Exercer un leadership rassembleur puis mobilisateur. À cet effet, vous avez lancé presque un cri du cœur il y a, je pense, 2 semaines à la grandeur de la province de Québec en disant que ça avait bien de bon sens les coûts qui étaient assumés par les villes. Vous parliez de changer un feu de circulation sur une intersection qui coûtait presque 1 million. Encore cette semaine, ça a été repris dans le journal de la presse, entre autres par le président de l'UMQ. Oui. Vous avez dit que ce serait peut-être une bonne idée de lancer un espèce de grand chantier et une réunion qui réunirait tout le monde, que ce soit du municipal, provincial, fédéral, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus et de mieux, parce que les coûts explosent. Vous, s'il y a quelqu'un qui le sait, c'est où? Tout à fait. Puis on est comme un carrefour où les prix explosent, mais de l'autre côté, on n'a plus que jamais besoin d'investir. On fait face à un déficit de maintien de nos infrastructures qui est énorme, qui arrive à un sommet inégalé. Malheureusement, avec les années, on a manqué d'entretenir de façon convenable nos infrastructures parce que, encore là, dans un style de politique plus traditionnel, je pense qu'on a cru plus intéressant d'annoncer des nouveaux projets. C'est ça, ça paraît moins les infrastructures en dessous du sol. Maintenant, ce que je dis, puis je le dis de façon très transparente à la population, avant de faire de nouveaux projets, on va investir dans ce qui existe déjà. C'est clair. C'est ce qu'il faut faire, c'est la façon responsable de gérer. Donc,
Bref, puisqu'on est à ce carrefour, présentement, à mon sens, on n'a pas le choix que d'avoir une discussion collective pour identifier les causes réelles, pour qu'on soit capable de les jumeler avec des solutions qui soient appropriées. Puis pour ça, on a besoin de tout le monde autour de la table. Je faisais référence au sommet socio-économique qu'avait organisé le premier ministre Lucien Bouchard en 1996 pour relever les défis économiques du Québec. On pourrait penser à une formule similaire parce que on s'entend, c'est névralgique. Aujourd'hui, dans les médias, on parlait aussi des infrastructures nécessaires pour construire du logement. Beaucoup de villes qui font face à un frein à leur développement alors qu'ils ont des besoins importants en matière de logement au sein de leur population, mais parce qu'il n'y a pas les infrastructures nécessaires et il n'y a pas le financement qui vient. Puis c'est pas juste une question de qui paye, là, Québec, Ottawa, les villes. Ben, c'est toujours... évidemment, c'est à discuter, mais au final, c'est le même contribuable qui paye. Hein. C'est vous et moi, c'est les gens qui nous écoutent. Donc, c'est important qu'on puisse stopper l'augmentation faramineuse des coûts, mais aussi réfléchir à la répartition de la facture. Parlant de nouveaux projets, vous avez dit que vous étiez d'abord pour prioriser ce qui existe déjà. Mais la semaine dernière, à la Chambre de commerce de Montréal, vous avez aussi lancé un projet, annoncé que vous relanciez le fameux projet de développement de la pointe de la Bois-Maritime. Ça fait au moins 4-5 fois depuis quelques décennies que ce projet-là est lancé. Mais je pense que vous commencez plus modestement parce que le projet, là, vous avez dit que c'est 5 000 habitations. Oui. C'est pas ça qui va être priorisé, si je comprends aussi que vous allez prioriser ce qui existe déjà. Mais vous avez quand même un projet... C'est pas la ville, en fait, qui construit non, c'est ça, c'est la société immobilière. C'est pour ça que je fais la nuance ici. Là, ça, c'est un nouveau quartier. D'ailleurs, c'est un des derniers sites stratégiques à Longueuil où on peut vraiment développer tout un nouveau quartier qui va vraiment être un milieu de vie avec des parcs espaces verts qui vont être accessibles pour l'ensemble de la population, pas seulement pour les résidents du quartier. On va aménager les berges parce qu'actuellement, c'est pas intéressant d'aller se promener dans ce coin-là alors que c'est un joyau. On est une ville qui est au bord du fleuve, puis on n'a pas assez d'occasion d'en profiter. Donc, il y a ça. Puis les constructions, les habitations, ça sera construit par des promoteurs privés, des promoteurs communautaires, parce qu'on va avoir 20 de logements sociaux et communautaires dans le secteur, des logements à but non lucratif. Mais en attendant, vous avez aussi un projet à plus court terme, pas de développement, mais vous allez presque utiliser ces terrains-là avec la SIC, la Société immobilière, pour installer, c'est un projet qui s'appelle un petit chez-soi. Je pense que vous voulez installer des itinérants ou des gens qui sont un peu plus dans le besoin. C'est un terrain vague actuellement, donc on réfléchit dans l'intervalle de débuter le projet, ce qui ne pourrait pas répondre à d'autres besoins sociaux. On sait qu'il y a plusieurs villes au Québec qui ont installé ce qu'on appelle des mini-maisons, donc c'est des logements, pas des logements, mais c'est plus une habitation, un toit temporaire, effectivement, court terme, pour des personnes vulnérables. Donc, ce projet-là, il n'est pas fignolé encore à 100 mais on est en discussion. On a fait des demandes d'aide de subventions aux autres paliers de gouvernement, mais on espère que ça puisse se confirmer dans les prochains mois. On verra bien. Une dernière question. Les élections sont en novembre. Le défi pour Catherine Fournier de 2025 à 2029 pour les 4 prochaines années, c'est quoi? Ça va être de poursuivre le travail, que ce soit justement en matière de logement, de finances publiques à redresser. C'est un gros chantier qu'on a amorcé. Entretien des infrastructures, environnement, protection des milieux naturels, on a annoncé notre plan, mais le déploiement par la suite, il est progressif. Donc, je pense qu'on a mis la table à ce qu'on souhaitait faire, mais ça prend plus que 4 ans pour voir l'ensemble des résultats. Ça va quand même vite au municipal, mais on a besoin de 4 autres années là, pour être en mesure de bien avancer les différents projets qui sont sur le feu, disons. Alors, on va vous laisser près du four pour aller faire votre campagne aussi, parce que ça s'en vient, vous l'avez dit, c'est dans 5 mois. Exactement. Puis samedi, j'étais dans le quartier La Flèche, justement, avec notre candidate Sophie Paquette. Puis on a eu un accueil exceptionnel, donc c'est de bon augure. Merci, Catherine Fournier, d'avoir été avec nous. Bonne campagne. Merci à vous. Merci. Voilà pour Catherine Fournier. On verra si elle a des adversaires pour la prochaine élection. C'est dans moins de 5 mois, il faut le rappeler. Cela dit, on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Entre autres, le président sortant de l'Union des municipalités du Québec, le maire de Varennes, Martin Vanfous, va être avec nous. Puis en attendant, écoutez, le week-end qui vient, c'est la fête, c'est selon de dollars de la Reine ou encore des Patriotes. Bon congé à tout le monde et on se retrouve jeudi prochain, sans faute.